Eh bien, je crois qu'on s'est rencontrés dans la salle de séminaire de Hubert il y a bien longtemps, où tu as eu ton doctorat avec lui, je crois, en 1985, et tu es une des rares personnes où tu as co-signé un livre avec lui, hein, Américanisme et modernité, l'idéal américain dans l'architecture. Tu enseignes à l'Institut français d'urbanisme à l'Université de Paris 8, toujours? Non, plus, c'est fini. Tu enseignes toujours à l'Institute of Fine Arts de la New York University? Absolument. Tout à fait. Tu vas entrer au Collège de France? Tout à fait. Par la petite porte, mais quand même fermement. C'est pas mal. Et tu es membre des conseils scientifiques du MoMA, du Centre canadien d'architecture à Montréal, aussi de la Getty Foundation, oui, toujours. Été, oui. Ouais. Et tu as été directeur de l'Institut français d'architecture, bien sûr, je crois de 98 à 2004. Et puis tu es commissaire de très nombreuses expositions, malheureusement. Donc je me suis aperçu que j'avais juste raté ta grande expo sur Le Corbusier au MoMA. Voilà, j'étais il y a 15 jours. Eh ben, merci beaucoup d'être là. Merci Georges, merci de votre accueil. Il m'appartient donc de rappeler ici tout l'intérêt qu'Hubert Damisch a et aura pour l'architecture. Parmi les penseurs français de ce dernier demi-siècle, il est sans conteste unique dans sa constance à avoir trouvé dans l'architecture et dans la forme des villes un véritable champ de recherche théorique et critique. Échappant à cette sorte de condescendance ou d'amateurisme, ou encore à l'opportunisme qui caractérise la plupart des auteurs venus du champ des humanités, s'étant en quelque sorte penchés comme sur un malade ou sur un cadavre sur l'architecture. Je ne parle pas des remarques conclusives de Jean-Claude Bonne et la tronçonneuse de Mata Clark. Il l'a considéré sans hauteur dans ses modes de constitution et ses intersections avec la littérature, l'art, la photographie. Il a su interroger l'économie des échanges métaphoriques entre l'architecture, la philosophie et la psychanalyse en opérant dans les deux registres qu'il identifie dans son introduction à Skyline, la vie de Narcisse. Il y met en perspective en effet deux vers de Paul Valéry. Je cite « C'était une ville de rêve, virgule, il ne s'agit donc pas d'architecture. » Point, architecture en italique. Son propos est ainsi tendu entre la tension aux urbanités fantastiques ou fantasmées et la perception des édifices saisis dans leur matérialité, ce qui n'en élimine pas pour autant la dimension poétique, comme le montrent par exemple ses écrits éclairants sur Jean Prouvé. Avec sa mémorable lecture structuraliste ou structuralisante du dictionnaire raisonné de Viollet-le-Duc, Hubert s'est intéressé à l'architecture comme dispositif logique. Il notait que le reconstructeur de Pierrefonds s'était attaché, je cite, à dévoiler les principes qui déterminent leur agencement au sein d'une organisation constructive concrète, aussi bien que leur évolution morphologique et fonctionnelle d'un système à l'autre, voire à l'intérieur d'un même système. Et ces remarques restent particulièrement significatives et productives aujourd'hui. Dans une certaine mesure, de modernes signes, recherche introuvable, aujourd'hui élaborée avec Yves Alain-Bois, a prolongé ce projet au travers d'une nouvelle lecture d'œuvres de Le Corbusier, Van Doesburg ou Malest Evans, dont il a depuis retrouvé les traces à la Villa de Noailles. Attentif aux inventions de cet ingénieur doublé d'un bricoleur qu'aura été prouvé, comme je l'ai dit, Hubert l'a aussi été aux théories iconoclastes d'Adolf Loos et à sa formulation par Loos, comme il l'a si joliment écrit, d'un autre Ich calembour qui ne marche malheureusement pas en allemand. L'autre Ich, ça ne veut rien dire. Donc il faut le prononcer à la française, ce qui ne lui ôte aucun mérite. Mais le corpus que forment ces récits sur les villes et les édifices est structuré par un tropisme transatlantique qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Donc il a été, comme certains ont pu le lui reprocher, un agent de cette autre histoire de l'art née sur les bords de l'Hudson, mais bien parce qu'au sein de cette partie consistante de son œuvre consacrée à l'architecture et à la ville, l'Amérique, donc l'Amérique, entendons les États-Unis, n'a cessé de mobiliser son attention. N'a-t-il pas écrit à la troisième personne de l'Amérique et de lui-même dans sa magnifique introduction à Skyline que, je cite, sa découverte a correspondu à un moment décisif du dit sujet, fermez les guillemets.
Et je voudrais, pour preuve de cet américano-centrisme productif fécond, la publication l'année prochaine par MIT Press de 2 volumes de ses essais sur l'architecture, dont on attend toujours la publication en français. Hubert a non seulement fréquenté l'univers de la recherche nord-américaine, les architectes et les artistes, mais il a aussi observé les skylines et les édifices du Nouveau Monde et pensé leur histoire, aussi attentif aux enjeux théoriques qu'aux enjeux visuels. Il en a mesuré l'effet sur plusieurs générations d'architectes européens, de Le Corbusier à Rem Koolhaas, dont la verve et la fantaisie interprétative ont été stimulées par la scène new-yorkaise. Il a su faire pendant des années de son séminaire à l'École des hautes études une chambre d'écho de ses réflexions, y partageant son regard et sa passion. Qu'il me soit permis de dire à ce propos tout ce que ma découverte tardive dans ma génération, puisqu'étant subversif français, je ne pouvais pas avoir de visa pour aller constater des visus, ce dont il s'agissait. Donc tout ce que m'a découvert doit à ce lieu de parole mémorable que fut ce séminaire dont on a déjà parlé. Par une sorte de processus itératif, c'est au fond la découverte de l'Amérique que permettait le séminaire d'Hubert. Les damiers étaient non seulement interrogés dans leurs précédents et leur caractère, mais aussi dans leur transcription dans les récits européens. Les silhouettes urbaines n'étaient pas seulement rapportées aux transformations de la réglementation urbaine, mais aussi considérées au travers des propos des visiteurs venus d'outre-océan. Et les parcs naturels états-uniens, de Yellowstone à Yosemite, étaient moins dans les anecdotes plus ou moins mythiques relatives à leurs origines que dans les métaphores qu'elles avaient inspirées à Sigmund Freud. Pour faire une allusion trop facile au brillant excursus d'Hubert au pays de la fiction, qu'il me soit permis de voir aussi en lui un messager d'une île très particulière, Manhattan. Il a su la penser à la fois comme espace urbain concret et comme scène stimulant la construction d'œuvres critiques comme celle de Rem Koolhaas. Je voudrais à ce propos prendre ici à contre-pied le joli titre qu'Hubert a donné à son texte de 1990 sur l'auteur de New York Délire, sur Koolhaas, ce livre qui aura marqué par ses interprétations radicales dans leur liberté le discours architectural des dernières décennies. Dans son titre, Hubert retroussait celui du roman de John Dos Passos pour analyser ce qu'il appelait le transfert Manhattan. Purgée de son sens psychanalytique, la notion de transfert doublée de l'épithète culturelle, ainsi que l'ont utilisé par exemple Michel Espagne et Michael Werner dans le champ franco-allemand, a connu un succès certain. Ce transfert implique pour ses auteurs le déplacement matériel, je cite, d'un objet dans l'espace. Il met l'accent sur des mouvements humains, des voyages, des transports de livres, d'objets d'art ou bien d'usage courant à des fins qui n'étaient pas nécessairement intellectuelles. C'est la mise en relation de 2 systèmes autonomes et asymétriques, affirme-t-il, qu'implique la notion de transfert culturel. Ces relations sont incontestablement un objet légitime de recherche et je les ai moi-même explorées précisément à propos de l'économie des contaminations architecturales croisées entre France et Allemagne. Mais la dimension analytique n'est pas si aisément excisée de la notion de transfert. Revenant à l'essai d'Hubert, je proposerais que l'on s'interroge sur le contre-transfert Manhattan, c'est-à-dire sur les dimensions inconscientes de la relation à l'Amérique, sans la prise en compte desquelles le repérage des circulations humaines ou matérielles resterait une simple entreprise documentaire. Les effets du contre-transfert que Freud, on le sait, avait discuté en 1910 lors du congrès de l'Association psychanalytique internationale de Nuremberg ont été abondamment étudiés dans le cadre d'une clinique de la recherche. Je pense notamment au magnifique livre de Devreux de l'angoisse à la méthode, toujours actuel. Ils ne l'ont pas pour autant été dans le champ de l'architecture où les effets des situations urbaines ou ceux des discours sur l'inconscient des observateurs, des critiques et des projeteurs qui s'efforçaient de les analyser, comme Koolhaas par exemple, peuvent être mesurables. C'est dans cette perspective que je voudrais revenir, j'en viens au noyau de mon propos, à la question de l'idéal américain, 30 ans après cet épisode inaugural que tu as rappelé, Georges, que fut pour Hubert et pour moi le colloque de 1985, Américanisme et modernité. Les origines de la rencontre étaient inscrites dans une situation politique très précise, puisque l'idée en avait germé, si je ne m'abuse, en réaction à l'attitude ridicule du tout frais ministre de la Culture Jack Lang, qui avait boycotté en septembre 1981, dans un noble geste anti-impérialiste, ou entendant l'être, le festival du film américain de Deauville. Le colloque et ses actes, publiés tardivement, furent prolongés par un faisceau de recherches explorant tous les registres des effets de l'Amérique sur l'architecture dans l'Europe de l'Ouest, du Sud et du Nord.
Mais l'impact des formes territoriales, des villes et des architectures, et plus généralement de la culture américaine sur la Russie, dans ses dimensions européennes et asiatiques, et ici je voudrais nous rappeler, nous remettre en mémoire ce splendide collage de Roman Chislevich. Donc l'impact de ces formes reste à mesurer dans ses manifestations, ses temporalités, ses régularités, ses désirs et ses refoulements. Revenons donc ce soir sur ce qui peut sembler une sorte d'obsession malsaine, plus de 20 ans après la désintégration de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et sans la moindre nostalgie pour elle, je m'empresse de le dire, je me suis à nouveau pris au jeu de cette enquête. Hubert écrivait en 1990, je cite, la référence à l'Amérique, à propos de la référence à l'Amérique, qu'elle conservait son sens, et que l'image, il écrivait, l'image de ce nouveau monde a joué par projection et sur le mode fantasmatique ou hallucinatoire un rôle déterminant dans la cristallisation et le développement de l'idée de modernité. Fin de citation. En dépit de la dénonciation constante de l'impérialisme américain, tardive au demeurant, puisqu'elle ne s'engage pas en Russie avant le début de la guerre froide dans les années 40, l'identification de ce vaste pays aux États-Unis est, au travers de toutes ses formes changeantes et en dépit des dénégations, une des figures stables de l'histoire contemporaine. Le nouveau monde américain est bien celui que les Russes ont voulu dupliquer en le débarrassant de son vêtement capitaliste. Je dirais en fait que ce que les bolcheviks ont voulu créer en 1917 n'était rien moins qu'un nouveau monde, une meilleure Amérique. Et j'en veux pour preuve, en termes politiques, le choix fait en 1922 d'un sigle de 4 lettres pour la dénomination du nouvel État, SSSR, à un moment où les États-Unis sont souvent placés à l'enseigne d'un sigle à 4 lettres, USNA, États-Unis d'Amérique du Nord, pour les différencier de l'USA de l'époque ou Union sud-africaine. Institué en 1910. Et je voudrais évoquer ici le propos de Léon Trotsky qui affirmait en 1924, je cite, « Le bolchevisme américanisé vaincra, écrasera l'américanisme impérialiste ». Citation formidable qui ne doit pas nous faire oublier que l'identification au Nouveau Monde n'est pas une position proprement bolchevique, d'ailleurs partagée par tous les leaders bolcheviques, et que le poète symboliste Alexander Blok avait cru en 1913 déjà lire dans les mines et les forges du Donbass le visage d'une Novaya America, d'une nouvelle Amérique industrielle, qu'il ne fallait nullement craindre. Les temporalités des passions russes pour les États-Unis ne coïncident donc pas avec les bornes délimitant de façon conventionnelle la période soviétique, 1917-1991. La véritable scène inaugurale en est sans nul doute l'exposition de Philadelphie, célébrant en 1876 le centenaire de la déclaration d'indépendance, et que visita un contingent russe comprenant le chimiste Dmitri Mendeleïev et l'ingénieur Vladimir Choukhov, tous deux actifs dans l'extraction et l'acheminement du pétrole de Bakou. Par ailleurs, on le sait fort bien, les manifestations de l'américanisme se sont tout sauf dissipées dans la Russie néo-capitaliste de Yeltsin et Poutine, dont la langue est largement contaminée par les vocables de l'anglais américain, ce qui reflète la force des modèles de consommation apportés dès avant l'effondrement du système soviétique. Cette recherche pourrait donc n'avoir aucune borne historique et en venir à incorporer une sorte de sociologie de la culture post-soviétique. J'imagine pourtant donner un pendant à cette scène d'exposition au sens propre qu'est Philadelphie, en fixant comme terme à mon enquête une autre exposition mémorable, celle que les Américains organisèrent à Moscou en 1959 et qui fut entre autres le théâtre du mémorable dialogue dans la cuisine entre le vice-président Nixon et le premier secrétaire Nikita Khrouchtchev. On le trouve sur YouTube. La notion de scène qu'Hubert a si justement convoquée pour rendre compte du dispositif de l'américanisme prend ici un sens double, tant les expositions, construction théâtrale s'il en est, cristallisent l'attention et se prêtent aux démonstrations édifiantes. Entre ces deux scènes, des conjonctures distinctes peuvent être identifiées dans lesquelles la présence américaine ne se manifeste pas dans la seule sphère du désir ou des représentations, mais s'avère des plus tangibles. Ainsi en va-t-il des deux campagnes de modernisation engagées, pour la première après l'abolition du servage en 1861 et pour la seconde avec le lancement du plan quinquennal en 1928. Dans ces deux moments, l'importation massive de technologies américaines et la présence physique des managers et des ingénieurs marquent fortement l'ossature industrielle de la Russie. Une autre conjoncture remarquable, c'est celle que vous voyez ici, celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les accords de pré-bail permettent le transfert de milliers
de véhicules et d'avions américains vers le front russe, suscitant une admiration telle pour ces objets plus raffinés que ceux de l'industrie locale que le terme « éloge de la technique américaine » entre guillemets, deviendra alors, ainsi que Solzhenitsyn l'a rapporté, un motif de déportation au goulag. Il fallait l'utiliser, mais il ne fallait pas en parler. Il s'agit aussi d'un rare moment pendant lequel, cette Seconde Guerre mondiale, pendant lequel l'hypothèse de l'introduction en Russie des formes d'urbanisation américaine fut considérée sérieusement. Plus tard, 1973, dans les années de la stagnation brejnevienne, l'invitation faite à Raymond Loewy de redessiner l'automobile Moskvitch fut l'indice d'un vibrant désir de développer des produits de grande consommation reprenant les modèles de Detroit. Mais plutôt qu'un chaînage de conjonctures égrenées au fil de la longue durée de l'américanisme, terme largement diffusé dans toute la Russie, mon propos est centré aujourd'hui plus concrètement sur des postures, des pulsions qui s'ordonnent en certains chronotopes bien définissables. Et le plus évident, celui sur lequel j'insisterai un moment, est celui de la Moscou de la fin des années 40, lorsque sont édifiés les Vysotki ou les Sept Sœurs, les 7 gratte-ciel de la fin du régime stalinien au sens strict. Exemple de novlangue orwellienne, le terme de gratte-ciel est cependant banni du langage officiel, dans lequel il est remplacé par l'euphémisme immeuble à étages multiples. Le critique David Harkin, auteur en 1936 d'une introduction au livre de Lewis Mumford, Sticks and Stones, précisément intitulé « Le gratte-ciel », en est le bouc émissaire. Il est stigmatisé dans le cadre de la campagne contre le cosmopolitisme pour avoir vanté le gratte-ciel, au moment précis où les principes constructifs des édifices de New York, notamment leur ossature d'acier et leur revêtement de céramique, sont élaborés par les architectes moscovites avec l'aide d'Oltarjevski, architecte qui avait vécu à New York de 24 à 35 et qui, déporté en 1939 à Magadan, n'avait survécu au goulag que grâce à l'intervention en haut lieu de ses amis américains. L'aspect sans doute le plus provoquant du système des 7 sœurs, il en manque une, un 8e gratte-ciel n'a pas été construit, est leur implantation dans la ville. Les urbanistes russes ont eu la volonté manifeste d'édifier une ville au paysage maîtrisé, en contraste avec celui, à leurs yeux, désordonné des villes capitalistes dont New York donne le paradigme. Si les conclusions architecturales diffèrent, le constat est identique à celui que dresse Le Corbusier en 1925 dans Urbanisme, ce que vous voyez dans l'image du bas. Il prend alors acte du contraste saisissant, dit-il, entre l'enchevêtrement des édifices de Manhattan, qui n'est que, je cite, confusion, chaos, cataclysme, et la clarté cristalline de sa ville contemporaine, que vous voyez en bas. Dans son ouvrage, en haut, sur la composition architecturale des villes, Victor Lavrov, architecte russe, rejette en 1940 Manhattan pour les mêmes raisons, stigmatisant les effets de la spéculation immobilière. Mais les Russes ne partagent pas pour autant le projet d'une transformation cartésienne de la ville portée par Le Corbusier, bon lecteur, tout comme Hubert Damisch, du discours de la méthode. La recherche d'une silhouette urbaine ordonnée avait été l'une des préoccupations d'El Lissitzky lorsqu'il avait conçu en 1924 ses Wolkenbügel, ou croche-nuages pour Moscou, les implantant non dans un quartier unique, dans un quartier d'affaires, comparable à Downtown, qui aurait sans doute été Kitaïgorod, à côté du Kremlin, mais sur les principaux carrefours de l'anneau des boulevards entourant le centre. Bien qu'elle soit justifiée par le précédent que constitue la silhouette de la ville ancienne de Moscou, en partie modifiée par la destruction de centaines d'églises après la Révolution, l'implantation décidée en 1947 trouve en fait son origine dans le projet théorique élaboré en 1929 pour New York par le dessinateur Hugh Ferris. C'est ce que vous voyez à gauche. Ferris imagine alors un dispositif triangulaire sur les sommets desquels seraient placés des gratte-ciels abritant respectivement les arts, les sciences et les affaires. À droite, dans leur manuel de 1934, la composition architecturale de la ville, les architectes russes Youssef et Zagorski détaillent ce schéma qu'ils jugent loin d'être inintéressant, en toutes lettres. En définitive, au contact de la topographie moscovite, le schéma sera transformé, schéma triangulaire, en une figure polygonale à 7 pointes, les édifices étant, comme ceux qu'imaginait Ferris, affectés à des usages distincts. Le meilleur exemple en étant l'Université d'État, véritable dérivé du gratte-ciel des sciences de 1929. Le rapport entre les édifices
moscovite et New York ne se limitent pas aux emprunts d'ordre structurel, dont Oltarjevski, que j'ai évoqué, est l'organisateur, ou aux échos évidents de certains immeubles downtown. On pourrait collectionner les confrontations d'images entre ces bâtiments, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Ou encore, on pourrait s'intéresser à la distribution des projets dans la ville plus précisément. Mais je voudrais évoquer ici les schèmes visuels selon lesquels l'épopée des chantiers est restituée dans la presse et qui trouvent leur inspiration dans les reportages des photographes américains. Une photographie publiée en 1951 à gauche dans la revue L'Union soviétique peut être rapprochée de celle de Louis Hine, rendant compte exactement 20 ans plus tôt des conditions acrobatiques de la construction de l'Empire State Building en plein ciel. Khrouchtchev aura les mots les plus durs en 1954 contre cette campagne de construction lorsqu'il choisira le terrain de l'architecture pour engager la critique du stalinisme, mais il laissera sous silence le fait que dans ses intentions urbaines, sa forme architecturale et les représentations qui en sont diffusées, la Moscou de la fin des années 40 est un calque du New York des années 20. Notion, celle de calque, qu'il faudrait actualiser et méditer à la lumière des développements des logiciels de projet. Si on consent, alors maintenant, à l'image de ce qu'Hubert a proposé d'emprunter à la Traumdeutung, à l'interprétation des rêves de Freud, les notions de déplacement et de condensation caractérisant le travail du rêve, cette opération relèverait de l'ordre de la première. En termes mathématiques, la translation sur 8000 km des gratte-ciel de Manhattan, version transcontinentale des opérations réalisées pour l'élargissement de la rue Gorky à Moscou dans les années 30, lorsque des immeubles entiers avaient été déplacés sur vérin, à l'image des précédents américains. Mais des opérations de l'ordre de la condensation peuvent aussi être constatées. Elles peuvent relever de la manipulation visuelle la plus simple. Par exemple, lorsque la voiture vedette, produite après la guerre par l'usine Molotov de Gorky, usine construite sur un projet de l'américain Albert Kahn en 1931 par l'Austin Company, constructeur américain, voiture elle-même résultant du croisement entre le modèle 1942 de Ford et le modèle contemporain de Nash, lorsque cette voiture, donc très américanisée, est présentée dans une sorte d'estampe publicitaire sur le fond d'un paysage urbain, qui résulte de la compression horizontale des 7 gratte-ciel de Moscou, qui en viennent ainsi à constituer une skyline jointive, continue, évidemment imaginaire. Une opération du même ordre, mais tridimensionnelle et à l'échelle grandeur, avait été réalisée, bâtie à Kharkov, capitale de l'Ukraine, entre 1917 et 1934. Le bâtiment des industries d'État, le Gosprom de Serafimov, Kravets et Felger, regroupant les 22 ministères industriels de la République, condense la complexité d'une skyline américaine dans un ensemble continu et contrasté, déployé en arc de cercle autour d'une place comme pour mieux envelopper les passants. Le meilleur commentaire sur cet ensemble est d'ailleurs, je le rappelle, celui qu'en donne le film de Sergei Eisenstein, La ligne générale, dans lequel la paysanne Marfa Lapkina, à la recherche d'un tracteur, parcourt à la recherche du coup de tampon miraculeux qui lui permettra d'obtenir un tracteur pour son visage, hante les couloirs de ce bâtiment. Le tracteur est d'ailleurs un Fordzone, la copie léningradoise du tracteur de Ford produit alors sans licence. Tant les images des chantiers de Moscou que les panoramiques des ministères de Kharkov font venir à l'esprit le propos d'Hubert Damy, selon lequel, je cite, « La ville a de tout temps su ménager un regard sur elle-même à hauteur d'œil au détour de ses rues et de ses places, ou en vue d'ores et déjà plongeante depuis le haut d'une tour et d'un clocher. » Mais la proposition que fait Walter Benjamin dans son illustre texte sur la tâche du traducteur, selon laquelle, c'est un passage évidemment très connu, traduire un texte ou arranger une composition musicale, c'est faire désirer l'original, viser en lui sa demande de survie, son instabilité ou son incomplétude, trouve aussi son écho dans ces ensembles urbains. La traduction maladroite des formes américaines, contrairement à l'intention de ces auteurs de dépasser le nouveau monde, n'a pu que le rendre plus désirable. Skyline, à nouveau. Hubert affirme dans son introduction à ce beau livre s'être livré à des exercices topiques. Je reprendrai cette position à mon compte, mais en la dédoublant, en proposant ce que j'appellerais des exercices bitopiques, c'est-à-dire en identifiant des couples de villes russo-américaines qui se construisent entre les années 20 et les années 50 à partir de similitudes structurelles, architecturales ou technologiques.
la Moscou des Vysotki, des gratte-ciel, est indissociable du New York des années 20, au même titre que les Kharkov, qui ressemblent, Kharkov à droite, New York à gauche, à un fragment échappé du projet Manhattan 1950 de Raymond Hood que présentait Rem Koolhaas dans son livre Delirious New York et que Hubert a commenté. La ville industrielle de Tcheliabinsk, dans l'Oural, en bas, reproduit d'autant plus le paysage industriel de Detroit que l'usine de tracteurs, dérivée cette fois des modèles de Caterpillar, que l'agence d'Albert Kahn y édifie au début des années 30, est fondée sur l'assemblage, la combinaison de halles identiques à celles des usines qui réalisent par ailleurs en Amérique du Nord. Enfin, dans un des cas les plus manifestes de ces doubles topiques est le cas de la nouvelle capitale de l'Orient russe, Novosibirsk, qui remplace en 1921 Omsk comme capitale de la Sibérie et dont la croissance sera dès lors phénoménale. Dans un article du quotidien Berlin am Morgen qu'il rédige après son voyage de 1930 en Russie, l'écrivain Franz Karl Weiskopf indique que les habitants de la ville la surnomment Sibtchik, ou Sibirsky Chicago, la Chicago sibérienne, ce que corrobore Ilya Ehrenburg, qui note cependant que le sol boueux de la bourgade tend les habitants à y voir plus de gratte-terre que de gratte-ciel. Cette espèce d'idéal du moi urbain de Sib-Chicago semble cependant avoir quelques difficultés à se fixer, comme le montre ce panorama de la ville à la fin des années 20, qui lui donne les traits, plutôt les traits, lisez le titre, c'est transparent même en cyrillique, qui lui donne les traits d'un New York sibérien. Ces cas emblématiques, et j'en ai pratiquement terminé, ces cas emblématiques pourraient être précisés dans leurs éléments constitutifs, et je m'y attacherai dans les siècles à venir. D'autres composantes urbaines, comme les systèmes de parcs développés à partir de ceux de Frederick Law Olmsted, ou les grands îlots d'habitation de Moscou, la rue Gorky en haut et un bâtiment sur Amsterdam Avenue en bas, les grands îlots d'habitation de Moscou, étrangement proches de ceux construits dans l'Upper East Side de New York avant 14, ont eux aussi fait l'objet de translations. On pourrait parler à ce propos, par analogie avec le concept si fécond d'intertextualité, d'une interurbanité qui caractériserait les différents registres des transferts et leur échelle emboîtée. Elle irait de la citation pure au plagiat et à la traduction, de l'échelle des composantes d'édifices à celle des formes urbaines plus amples. Dans le même temps, et comme pour valider l'hypothèse selon laquelle l'américanisme serait une pulsion, la répression n'est jamais très loin, le surmoi stalinien rendant, par exemple, je l'ai dit, la référence trop claire au précédent américain indicible, voire innommable, après le bref épisode fusionnel de la guerre. Si l'on considère aussi, ce qui risquerait de nous conduire fort loin, que l'américanisme opère autant dans le champ de la culture de masse que dans celui de l'industrie, autant low que high, de l'urbanisme ou de l'architecture, les hésitations des officiels devant l'introduction en URSS du jazz, cette autre passion d'Hubert, il faut le rappeler, ces hésitations sont non moins révélatrices. Frederick Starr a relaté dans son merveilleux petit livre « Red and Hot, The Fate of Jazz in the Soviet Union » les mésaventures des musiciens soviétiques. Si Léonid Utiosov, héros de ce film « Les joyeux garçons » de 1934, que Staline aimait, a échappé à la détention, ce ne fut pas le cas de dizaines de ses collègues qui furent déportés. Formulant le dilemme architecture ou révolution, en 1923, Le Corbusier, sur lequel Hubert s'est beaucoup penché, concluait, je cite, « On peut éviter la révolution ». Fermez les guillemets. Alors que le constat selon lequel on peut éviter l'architecture semble avoir eu cours à Moscou. Les Russes ont conclu pendant le cycle de l'avant-garde par la conjugaison entre architecture et révolution, certes, Hubert l'a remarqué, mais on peut aussi faire l'hypothèse, et j'en resterai sur ce point, que l'architecture en question, celle qui se forgeait alors, notamment dans les projets des constructivistes et de leurs collègues, était pour l'essentiel autant, sinon plus, déterminée par l'Amérique que par la Révolution. Merci. Cette façon éblouissante, là, tu montres quelque chose qui était tellement important, justement, dans cet enseignement à l'École des hautes études de Hubert, les questions d'opérateurs de transformation et le fait de travailler sur cette histoire de bitopie, on est tout à fait dans cette ligne-là. Je ne veux pas prendre plus de temps que ça, les questions sont ouvertes.
Giovanni, ça va, on est... Oui, oui. Bon. Il ne faut pas trop, mais enfin un petit peu. Poser des questions, mais pas trop. C'est... Non, non, poser des questions, bien sûr. Des remarques, des questions. Juste une question très courte. Quitte des transferts d'aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire, même si le climat politique n'est pas le même, mais la concurrence entre les images reste. Les transferts aujourd'hui? Entre l'ancienne URSS, bien sûr, et les États-Unis. Non, mais je crois que pour la Russie donc néo-capitaliste d'aujourd'hui, l'horizon est un horizon des transformations urbaines et est un horizon définitivement américain. J'en veux pour preuve la sémantique, le lexique, la langue russe, je le disais tout à l'heure, dans les années 20 avait commencé à s'américaniser, mais beaucoup de mots de la technique restaient des mots allemands. Aujourd'hui, par exemple, le terme pour parler des immeubles de bureaux, on parlait des kontory dans le russe soviétique. Le russe poutinien, dans le russe poutinien, on parle des offici. Les promoteurs sont des devlaperi. Les petits bâtiments, les petites annexes que l'on construit sur les toits s'appellent des penthouses. Donc, les produits, le marché immobilier est calqué sur le marché immobilier nord-américain. Quant à l'architecture, elle comprend aujourd'hui, elle est assez diversifiée. À côté des programmes commerciaux, je dirais qu'une production plus expérimentale est apparue, qui, elle, s'est affranchie de ces aspects. Mais on pourrait aussi revenir à d'autres couches de ces relations qui sont intéressantes et je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. La manière dont, dans les années 70, par exemple, les pays baltes, qui étaient plus proches de l'Occident, proches de la Finlande, qui recevaient un autre type d'informations et dans lesquelles il y avait aussi une production architecturale moins centralisée, moins bureaucratisée, ont été parmi les premiers en Europe, au total, à s'intéresser à l'architecture de Robert Venturi, par exemple. Des présidents de kolkhoz se sont fait construire des maisons très, très venturiennes en Estonie, grâce à l'argent du lait qui était exporté à Moscou. Donc c'est un continent enfoui dans lequel on peut opérer des fouilles très diverses et que l'on peut continuer dans la période contemporaine. Andreas Bayer. Oui, merci pour cette conférence et pour ce récit de ce rêve américain en Russie. J'ai juste une question. Y a-t-il une émigration européenne dans les années 30 des architectes en Russie? Il y en a, je crois. Et donc, y a-t-il là peut-être une autre réalité qui s'oppose au rêve américain? Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a une forte émigration, notamment des Allemands. À un moment où il y a beaucoup de techniciens américains en Russie, beaucoup de managers qui vont pour des raisons, comme les Allemands, pour deux ordres de raisons, sont ou bien ceux qu'on appelle des spezi, pluriel de spécialistes, qui sont des mercenaires et qui sont très bien payés pendant, en tout cas, les années de 28 à 33-34. Et puis, il y a les militants. Alors, du côté des architectes, deux exemples. Parmi les spezi, Ernst May, qui était le Stadtbaurat, l'urbaniste de Francfort, qui va en Russie avec environ 300 urbanistes, architectes, ingénieurs, qui pour certains y restent, qui pour certains finissent au goulag, qui pour certains ont de tellement mauvaises expériences qu'ils reviennent et deviennent nazis. C'est le cas d'un type qui s'appelle Rudolf Wolters, qui a passé 2 ans à Novosibirsk, qui publie un livre sur ses aventures et qui sera le principal agent des liens entre Albert Speer et le monde extérieur pendant la détention de Speer, et qui critiquera Speer pour avoir fait son autocritique, toute relative. Donc il y a des destins, il y a des centaines de destins absolument extraordinaires d'architectes. Les mémoires d'un architecte qui s'appelle Hamburger, je crois, qui a passé 10 ans au Goulag, viennent d'être publiés en Allemagne. Donc il y a une émigration très forte. Mais souvent, n'oublions pas qu'il y avait, en parallèle à l'américanisme russe, un fort américanismus
en Allemagne. Et que ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne fait office de prisme déformant dans la transmission des images et des dispositifs de l'américanisme. Un exemple dans les années 20, c'est le succès qu'a le livre d'Erich Mendelsohn, America, qui est un magnifique ouvrage illustré par ses photographies publié en 1926 à Berlin, qui est un livre qui permet la découverte visuelle de la scène américaine, non pas idéalisée, mais dans ses aspects noirs et blancs. Il y a un commentaire de Rodchenko, un article très important d'Issitsky, un article de Ginsburg, qui est le chef de file du constructivisme, un autre article de Pasternak, qui est un autre constructiviste, le frère de l'écrivain Boris. Donc il y a une sorte de réception indirecte, de translation qui passe par l'Allemagne. Et donc je dirais qu'il n'y a pas concurrence des modèles, il y a plutôt complémentarité.